$10 000? C'est tout ce dont j'ai besoin. Alors, retirez l'argent de l'héritage que vous avez reçu de votre père, Monica. Pas question. Il n'y a aucun moyen d'utiliser $10 000 de l'héritage. Je veux dire, pourquoi devrais-je utiliser l'héritage de mon père pour votre famille en premier lieu? Vous êtes une personne sans cœur. La famille de votre propre mari est en difficulté. Ensuite, il est normal que vous expliquiez pourquoi votre famille a besoin d'argent, n'est-ce pas? Il ne sert à rien de vous parler. Allons chez tes parents tout de suite pour que je puisse leur poser des questions à ce sujet. Quoi? Je m'appelle Monica. Je suis un employé de bureau de 42 ans. Je vis avec mon mari, Ben, et notre fille, Rachel, qui est en 9e année. Nous nous disputons parfois, bien sûr, mais nous sommes heureux en famille à notre manière. Je pensais que notre vie quotidienne continuerait comme d'habitude. Cependant, il semble que les choses ne soient pas ce qu'elles semblent être puisque l'autre jour, mon père est décédé des suites d'une maladie. J'étais vraiment triste parce qu'il avait très bien pris soin de moi. J'ai pleuré à l'enterrement. Ma mère était également très triste de la perte de son mari bien-aimé. Après cela, quand je me suis calmée, l'héritage de mon père a été transféré dans mon livret de banque. Mes yeux sont presque sortis de ma tête quand j'ai vu la quantité. Bien sûr, le montant a été partagé avec ma mère, mais il s'élevait à quelques milliers de dollars. En fait, mon père était propriétaire de plusieurs entreprises. Par conséquent, il avait des atouts considérables. Cependant, cela n'a pas fait de lui une personne qui montrait à quel point il était riche. Il avait toujours été une personne frugale et il menait une vie ordinaire. Il ne possédait pas de marque de luxe et n'allait pas souvent manger dans des restaurants de luxe, il ne vivait pas non plus la vie d'une personne soi-disant riche. Même les allocations qu'il me donnait étaient le montant moyen, donc il avait un bon sens de l'argent. Par conséquent, ce fut un choc pour moi de recevoir soudainement des dizaines de milliers de dollars dans mon livret de banque. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit « C'est ton père qui t'a laissé, ça t'a été laissé, alors dépense-le comme tu veux. » Le dépenser comme je veux, hein? Si je pense que c'est comme ça, alors je suppose que j'aimerais le laisser à ma fille et à ma famille. Ma fille est lycéenne et ses frais de scolarité coûteront de plus en plus cher chaque année. Il serait également bon d'utiliser cet argent pour financer ma future retraite. J'ai décidé d'utiliser cet argent au cas où quelque chose m'arriverait. J'ai donc décidé de ne pas y toucher du tout, de le laisser comme s'il n'avait jamais existé et de l'utiliser quand j'en avais vraiment besoin. À partir de ce moment-là, j'ai continué ma vie quotidienne normale comme d'habitude. Puis, mon mari a soudainement dit qu'il avait besoin de me parler. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, j'ai reçu un appel de ma mère. Ta mère? Quelque chose ne va pas? Non, Ils veulent que nous leur prêtions de l'argent. Quoi? Que veux-tu dire? Je ne connais pas les détails, mais ils ont dit que cela avait été difficile pour eux. Qu'est-ce qui est difficile pour eux, cependant? Eh bien, de toute façon, ils ont juste besoin de beaucoup d'argent. C'est pourquoi elles demandent notre aide. Mais nous n'avons pas beaucoup d'argent. Nous économisons notre argent pour les frais de scolarité de Rachel de toute façon. À ce sujet, vous avez reçu un héritage de votre père qui est décédé, n'est-ce pas? Veuillez m'excuser. Ne me dites pas que vous ne l'avez pas reçu. Sachez que mon beau-père possédait également plusieurs entreprises. Il devait avoir des biens dont vous pourriez hériter. Je veux dire, il n'y a aucun moyen que vous, qui êtes la fille unique de votre père, ne l'ayez pas compris, n'est-ce pas? Même si vous nous le cachiez, nous le découvririons, vous savez? C'était une déclaration que je ne m'attendais pas à entendre, surtout de la part de mon mari. Et c'est certainement beaucoup de choses dont j'ai hérité, alors je n'en ai pas parlé à mon mari. Parce que j'ai aussi entendu dire que lorsque les gens reçoivent une énorme somme d'argent, leur personnalité peut changer. J'allais gérer cet argent comme s'il n'était pas là. J'ai donc été surprise lorsque mon mari a mentionné l'héritage, même si je n'en avais rien dit. Bon, oui, j'en ai reçu un peu, mais... Combien avez-vous reçu? Hein? Je vous demande, combien avez-vous reçu pour l'héritage? Maintenant, attendez une minute. Pourquoi dois-je vous dire cela si soudainement? Je vois, tu as beaucoup de choses que tu ne peux même pas me dire, hein? Non, ce n'est pas comme ça. D'accord, je suppose que vous seriez capable de gérer environ $10 000. Hein? $10 000? De quoi tu parles? C'est tout ce dont j'ai besoin. Alors retirez l'argent de l'héritage que vous avez reçu de votre père, Monica. Pas question. Il n'y a aucun moyen que je puisse vous donner $10 000. Tout d'abord, à quoi allez-vous utiliser ce genre d'argent? Je vous l'ai dit, je ne connais pas les détails non plus. C'est tellement bizarre.
Pourquoi devrais-je dépenser l'héritage de mon père pour votre famille de toute façon? Vous êtes une personne sans cœur. La famille de votre propre mari est en difficulté. Il est alors normal que vous expliquiez pourquoi votre famille a besoin d'argent, n'est-ce pas? Je veux dire, tes parents devraient venir me le demander directement, non? Non, ça doit d'abord passer par moi. Il ne sert à rien de vous parler. Allons maintenant chez tes parents pour que je puisse leur demander les détails. Quoi? Si vous ne voulez pas y aller, j'irai seule leur demander. D'accord, j'irai aussi. Mon mari a accepté à contre-ségur et nous sommes allés chez mes beaux-parents. Mes beaux-parents ont été surpris que nous leur rendions visite si soudainement. Oh, que se passe-t-il dans le monde? Quelle visite soudaine de vous deux? Je pense que c'est plus soudain de nous demander de vous donner 10 000 $. Quand j'ai dit cela, leurs visages se sont raidis. Je vais faire une théière tout de suite. Oh, vous avez parcouru un long chemin. Entrez, montez. Nous nous sommes donc tous assis dans le salon et avons commencé à en parler. Veuillez expliquer s'il vous plaît. Comment en êtes-vous venu à avoir besoin d'une telle somme d'argent? Eh bien, vous voyez. Cela a été difficile pour nous aussi, vous savez. Mes beaux-parents étaient très vagues, tout comme Ben. Ça suffit. Si vous ne voulez pas l'expliquer correctement, je m'en vais. Je ne peux pas payer 10 000 $ pour une raison qui ne m'est pas expliquée. Je me suis levée et mes beaux-parents m'ont arrêtée, comme s'ils s'accrochaient désespérément à moi. Attends un peu. Je vais l'expliquer. Écoutez, s'il vous plaît. Puis mes beaux-parents m'ont maladroitement dit pourquoi ils avaient besoin d'argent. Quoi? Ma belle-sœur a eu une liaison et vous avez besoin d'argent pour payer sa pension alimentaire? Qu'est-ce que c'est? Elle a refait ça? En fait, ma belle-sœur a été demandée pour une pension alimentaire dans le passé à cause de sa liaison. À l'époque, si je me souviens bien, mes beaux-parents l'ont payée en son nom. Oui, c'est vrai. Cette fois, la personne avec qui elle a trompé était mariée. Non seulement son mari, mais aussi la femme de l'amant lui demande également une pension alimentaire. Et ce montant est de 10 000 $ au total. Qu'a-t-elle fait pour obtenir une pension alimentaire de 10 000 $? C'est beaucoup, n'est-ce pas? J'étais plus que fâchée et consternée. À quel point ces gens ont-ils gâté leur propre fille? Et dire qu'ils ne pouvaient plus s'en occuper eux-mêmes et se tourneraient vers la femme de leur propre fils? S'il vous plaît, nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner que vous. Je suis désolée, mais je ne peux pas payer les frais de sa liaison. Oh, non. Et, Monica, tu en fais trop. Tu as essayé de me faire donner de l'argent sans me dire pourquoi, n'est-ce pas? Je n'ai pas aimé la façon dont cela a commencé depuis le début. Et la raison pour laquelle vous ne m'avez pas dit la raison jusqu'à la dernière minute était parce que vous ne pensiez vraiment pas qu'il était possible d'emprunter de l'argent pour une telle chose, n'est-ce pas? Quand j'ai dit cela, mon mari et mes beaux-parents se sont tus. J'ai dit, je ne donnerai pas l'argent de toute façon et j'ai quitté la maison de mes beaux-parents. Cette nuit-là, mon mari est resté chez mes beaux-parents pendant un certain temps et est rentré à la maison. Pourquoi êtes-vous rentré chez vous en premier? Parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Maman et papa pleuraient. Ils disaient, qu'allons-nous faire maintenant? Veuillez m'excuser. C'est votre sœur qui s'est retrouvée dans ce pétrin en premier lieu, n'est-ce pas? Je ne comprends pas pourquoi ta mère et ton père sont comme ça. C'est tout à fait naturel puisque nous sommes tous une famille. Ma sœur n'a pas 10 000 $ à payer et ma famille n'a pas non plus ce genre d'argent. C'est pourquoi nous ne pouvons compter que sur vous, Monica. Ce n'est pas juste. Normalement, vous payez votre propre pension alimentaire, n'est-ce pas? Même si la pension alimentaire est très chère, il existe des moyens de la payer en plusieurs fois. Votre sœur ne répète-t-elle pas la même erreur parce que sa famille l'aide pour tout? Quoi qu'il en soit, Monica, vous avez reçu l'héritage et vous avez pas mal d'argent à dépenser, n'est-ce pas? Si c'est le cas, pourquoi ne pas nous donner un peu d'aide? J'essaie de ne pas dépenser cet argent au cas où quelque chose nous arriverait, à nous ou à Rachel. Nous pouvons l'utiliser pour les frais de scolarité de Rachel, pour notre retraite et pour bien d'autres choses. Si vous dites que l'héritage est là au cas où quelque chose nous arriverait, cela s'applique aussi à ma sœur, n'est-ce pas? Non, pourquoi? Quoi? Vous abandonnez votre famille? Waouh, ça ne sert vraiment à rien de te parler. Ma priorité est Rachel, et ensuite c'est moi et toi. Et la raison pour laquelle votre sœur en a besoin est tout simplement trop décevante et elle mérite ce qu'elle a. Je veux dire, si elle a eu un accident et que vous avez tous besoin d'argent pour un traitement médical, c'est une chose, mais une pension alimentaire pour votre propre infidélité? Je pense honnêtement que c'est dégoûtant. Essayez-vous d'insulter ma sœur? Je ne fais que vous donner l'opinion générale.
C'est ce qui arrive quand vous et votre mère gâtez votre sœur. Vous le savez, n'est-ce pas? Si vous vous souciez vraiment de votre sœur, vous devriez la tenir responsable de ses propres actions. Ah! Vous avez changé depuis que vous avez reçu votre héritage. Je vous demande pardon? Je ne sais pas comment expliquer cela, mais vous êtes devenu si radin. Quoi? Ça suffit. J'ai été stupide de dépendre de toi. En disant cela, mon mari est retourné dans sa chambre. C'était quoi ça? Il m'a parlé comme s'il me regardait de haut. C'est lui qui est fou. J'étais complètement déçue par mon mari. Le lendemain, quelque chose d'inattendu s'est produit. Quand je suis rentrée du travail, ma fille est venue en courant vers moi avec un regard anxieux sur son visage. Rachel, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, c'est papa. Dès qu'il rentrait du travail, il faisait ses valises et... Quoi? Papa a dit qu'il retournait chez ses parents, alors il m'a demandé si je voulais venir aussi. Je lui ai dit que je t'attendais, maman, et il a dit, d'accord, et il est parti. Et, est-ce que papa et toi vous êtes disputés? Je n'arrive pas à croire qu'il soit parti. Rachel, je suis désolée de t'inquiéter. Papa et moi nous sommes un peu disputés, vous voyez, et votre père s'est énervé et est retourné chez ses parents. Je vois. Elle a toujours l'air inquiète. Y a-t-il encore quelque chose qui ne va pas? Eh bien, en fait, papa m'a demandé où tu cachais ton livret de banque et tout ça. Veuillez m'excuser. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a dit qu'il allait annuler le compte d'épargne et l'assurance. Quoi? Je ne comprenais pas, mais d'une manière ou d'une autre, je pensais qu'il essayait de faire quelque chose de mal sans te le dire, alors je lui ai dit que je ne savais pas. Merci, Rachel. Vous avez été d'une grande aide. À ma grande surprise, mon mari a trouvé impossible de compter sur mon héritage, et maintenant il essayait d'obtenir de l'argent en annulant le compte d'épargne scolaire de notre fille. Nous ne pouvons plus rester mariés à quelqu'un comme ça. C'est ce que je me suis dit. Maman, est-ce que quelque chose ne va pas? Je n'avais pas d'autre choix que de lui dire la vérité, de raconter à ma fille toute l'histoire telle qu'elle était. Puis elle s'est exclamée, « Papa est le pire. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma tante, ma grand-mère et mon grand-père? Pour qui sont-ils ma mère? Et ils essayaient même de me causer des ennuis aussi? Maman, tu dois rompre avec un gars comme lui. En êtes-vous sûre? Tu perdras ton père, et en plus, tu devras aussi changer d'école, tu sais. C'est très bien. Parce que ce n'est pas mieux pour moi, ou pour toi, d'être avec un gars comme papa. Ma fille a insisté pour que je me décide. Heureusement, mon mari n'est jamais revenu lui-même, alors Rachel et moi avons trouvé une chambre pour emménager. Puis, plus tard dans la journée, les papiers du divorce en main, je me suis rendue chez ma belle famille avec mon avocat. Quand je suis arrivée à la maison, mes beaux-parents m'ont saluée et m'ont dit des choses terribles. Pour qui diable te prends-tu? Femme sans cœur, qui n'essaiera même pas de nous aider. Êtes-vous sûr de pouvoir dire cela? J'enregistre ce que vous venez de dire pour pouvoir vous poursuivre pour harcèlement moral, vous savez. Quoi? Quand j'ai dit cela, mes beaux-parents sont devenus silencieux et m'ont conduit au salon. Dans le salon, mon mari était assis les bras croisés comme s'il était le patron de la maison. Enfin, vous êtes ici. Vous avez finalement décidé de m'offrir 10 000 $? Êtes-vous stupide? Bien sûr que non. Quoi? Je voulais vous dire quelque chose. Tu es dégoûtant, tu te faufiles dans mon dos et tu essaies d'obtenir de l'argent en annulant le compte d'épargne scolaire de ma fille. Vous devriez avoir honte de vous-même en tant que père. La ferme. J'essayais juste d'aider ma précieuse sœur. Qu'y a-t-il de mal à essayer de prendre soin de sa propre famille? Vous pensez que ce n'est pas grave si ma famille a des problèmes à cause de cela? Eh bien, ce n'est pas comme si vous aviez des problèmes comme ma sœur, n'est-ce pas? Alors vous pensez que c'est normal pour nous d'avoir des ennuis alors? Très bien, je comprends. Eh bien, Rachel et moi n'avons pas besoin de toi dans nos vies. Hein? De quoi tu parles? Divorcions. Hein? J'ai dit cela et j'ai mis les papiers du divorce sur la table. Ce type est mon avocat, donc nous pouvons commencer à parler de pension alimentaire pour enfants et ainsi de suite tout de suite. Attends un peu. Vous ne pouvez pas soudainement commencer à parler de divorce. C'est juste. Monica, tu ferais mieux d'y réfléchir. Que vous y réfléchissiez ou non, la réponse est la même. Si vous et moi restons plus longtemps en famille, je ne serai utilisé que comme un arbre à argent pratique. Vous n'avez pas à le dire de cette façon. Mais c'est vrai, n'est-ce pas? Quand je suis venue plus tôt, ta mère et ton père m'ont dit quelque chose de terrible simplement parce que je ne les ai pas aidés à payer la pension alimentaire de leur fille.
Eh bien, c'est... Et, s'il vous plaît, reconsidérez-le. Même Rachel n'approuvera pas cela. Elle serait choquée. Malheureusement, Rachel veut que nous divorcions. Et après le divorce, elle veut vivre avec moi. Elle ne veut plus voir son père, sa grand-mère ou son grand-père. Pas question. Mon mari a été assez choqué que sa fille l'abandonne. Ses beaux-parents étaient également déprimés et baissaient les yeux en sachant que leur petite fille disait cela. Après cela, mon mari, qui avait perdu tout espoir, a signé les papiers du divorce avec une explication de mon avocat. Ainsi, notre divorce a été finalisé avec succès. Ma fille et moi vivons paisiblement dans notre nouvelle maison. Ben m'a d'abord demandé de le laisser voir sa fille parce qu'il paierait une pension alimentaire. Mais je lui ai donné la condition qu'il paierait une pension alimentaire pour enfants et qu'il déciderait à chaque fois de le voir ou non. D'ailleurs, Rachel ne veut toujours pas voir son père, et mon ex-mari n'a pas pu voir sa fille du tout. Mon ex-mari me contacte toujours pour me demander de me remettre avec lui, mais j'ignore tous ses messages. Il m'a également signalé que sa sœur traversait une période difficile, même si je n'ai demandé aucune information. Apparemment, les parents de Ben et mon ex-mari ne pouvaient pas non plus l'aider avec de l'argent, et elle travaille actuellement de nuit pour payer la pension alimentaire petit à petit. Elle ne s'entend pas non plus avec son amant et est maintenant de retour chez ses parents. Comme prévu, mes beaux-parents ont décidé qu'ils ne pouvaient plus gâter ma belle-sœur, ils la harcèlent tous les jours et lui donnent toutes sortes d'avertissements. Eh bien, de mon point de vue, c'est comme s'ils faisaient enfin quelque chose à ce sujet. D'autre part, ma fille et moi vivons confortablement ensemble dans un appartement spacieux et magnifique. Ma fille est devenue beaucoup meilleure dans les tâches ménagères et elle me soutient beaucoup pendant mon emploi du temps chargé. Je suis sûre qu'elle sera une bonne épouse à l'avenir. Je suis heureux qu'elle semble s'être fait des amis dans sa nouvelle école tout de suite. J'aimerais continuer à vivre heureux avec ma fille, en nous soutenant mutuellement. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Veuillez vous abonner à notre chaîne. Rendez-vous dans la prochaine... Et d'autres colis sont arrivés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils contiennent? Oh, ceux-là? Engin de pêche. Un collègue de travail m'a invité à aller pêcher, alors j'ai acheté de nouvelles choses. Du matériel de pêche? Je me sens mal à l'aise en voyant l'excitation de mon mari Hugo. N'avez-vous pas acheté du matériel de pêche lorsque nous nous sommes mariés pour la première fois et ne l'avez-vous jamais utilisé? J'étais trop occupée pour y aller, mais ce vieil équipement est dépassé, et si j'y vais, j'ai besoin de nouvelles choses. Je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème avec ça? Ce n'est pas ça, mais... Mon collègue a eu la gentillesse de m'inviter. Je ne peux pas simplement dire non. J'ai du travail, vous savez. Je ne peux pas m'attarder sur les sentiments comme vous le faites. Je comprends ce que dit Hugo, mais il est difficile de croire que nous sommes un couple partageant le même chagrin alors qu'Hugo semble si heureux, comme si rien ne s'était passé. Je m'appelle Cynthia, j'ai 33 ans. Nous sommes mariés depuis 6 ans. Hugo faisait ses plans de pêche 2 mois seulement après le décès de notre fille. Je n'arrive toujours pas à surmonter mon chagrin, mais je ne comprends pas comment Hugo semble si peu affecté. Le beau-père Wilson est décédé dans notre 2e année de mariage. Il adorait sa petite fille, l'aimait plus que tout. Je me demande s'ils sont ensemble au paradis maintenant. C'est la seule pensée qui me réconforte. Avant de mourir, ne laissez pas Hugo et sa belle-mère Rachel gérer l'argent, m'a dit Wilson. Après mon mariage, j'ai réalisé qu'Hugo et Rachel dépensaient beaucoup. Ils dépensent sans se demander s'ils ont de l'argent. C'est pourquoi Wilson a toujours géré les finances. Wilson était une âme douce, toujours à l'affût de moi. N'ayant pas de famille à moi, il était comme un vrai père pour moi. Et sa mort m'a durement touchée. Notre fille Laura est née 1 an après notre mariage. C'était une fille si brillante et joyeuse, apportant toujours de la lumière dans nos vies. Maman, tout le monde est tellement jaloux de mon panier-repas. Je parie que c'est le meilleur de l'école maternelle. Ensuite, maman devra faire encore plus d'efforts. Maman, puis-je demander une petite faveur? Qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous préparer plus de nourriture pour mon prochain panier-repas? Je veux manger plus. Pouvez-vous manger autant? Je n'en laisserai aucun. Je promets. D'accord, je vais le faire. Le mois suivant, l'enseignante de maternelle de Laura m'a dit quelque chose en silence. Il y avait un enfant dans la classe qui n'avait jamais eu de mère et dont le père était trop occupé par le travail pour préparer un panier-repas. Toujours apporter juste un sandwich de supermarché et une pomme. Laura avait partagé son panier-repas avec cet enfant. Le panier-repas de Laura est plus que ce que je peux manger, alors aidez-moi à le manger. Le diviser en 2. En entendant cela, j'étais si fière de Laura. Un enfant si gentil et merveilleux.
Chaque expression de Laura, son visage en colère, son visage en pleurs et ses sourires les plus éclatants étaient tous des trésors pour moi. Et puis un jour, ce trésor a soudainement disparu. La veille, Laura s'était couchée comme d'habitude, juste un peu plus tôt que d'habitude. J'ai sommeil, a-t-elle dit, mais je pensais juste qu'elle était fatiguée de l'école maternelle. Après avoir regardé Laura commencer à respirer doucement dans son sommeil, j'ai quitté le lit. Habituellement, Laura et moi dormons ensemble. Après que Laura se soit endormie, j'ai nettoyé le dîner, pris une douche, après Rachel. J'ai fini de nettoyer la salle de douche, et au moment où je suis retournée dans la chambre, il était presque minuit. Hugo était en voyage d'affaires ce soir-là. Laura était tranquillement couchée dans son lit. Je pensais qu'elle dormait bien, mais alors que j'étais sur le point de me coucher, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Je n'entendais pas la respiration de Laura. Quoi ? J'ai tendu la main pour toucher la joue de Laura. Il faisait nettement plus froid que d'habitude. Laura ? Laura ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Laura ? Laura ne répondait pas du tout. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je savais que je devais appeler une ambulance. J'ai sauté dans l'ambulance avec Laura, mais dès que les ambulanciers l'ont vue, ils ont eu un regard sur leur visage. C'est eux ? Ils l'ont emmenée d'urgence à l'hôpital. Laura, tout ira bien, n'est-ce pas ? Vous irez mieux une fois que nous serons à l'hôpital, n'est-ce pas ? Je tenais la main froide de Laura, me répétant les mêmes mots. Mais la première chose que le médecin a dite à notre arrivée a été « Je suis terriblement désolée, mais elle est déjà. » Je suis devenue frénétique. J'ai supplié le médecin d'examiner Laura encore et encore. Cela ne pouvait pas être vrai. Cela ne pouvait tout simplement pas se passer comme ça. Elle allait bien avant de se coucher. La cause était inconnue. Ces événements soudains peuvent se produire même avec de jeunes enfants de nos jours, a déclaré le médecin. J'avais entendu de telles choses mais je n'avais jamais imaginé que cela puisse arriver à mon propre enfant. Laura et moi n'avions vécu ensemble que pendant 4 petites années. Je pensais que nous avions des décennies devant nous. Je ne pouvais pas croire qu'elle était soudainement partie. J'ai paniqué et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, Hugo et Rachel, qui avaient été prévenus, étaient là. J'ai réalisé que j'avais oublié d'appeler Rachel quand j'ai quitté la maison. Où est Laura ? J'espérais que c'était un rêve, mais Hugo fit signe qu'elle était partie. Comment cela peut-il être possible ? Pourquoi ? Ni Hugo ni Rachel ne dirent autre chose que leurs yeux. Cynthia avait raison, semblait-elle dire. Je pensais la même chose. Pendant un certain temps, j'étais presque catatonique. J'ai pleuré en regardant les affaires de Laura, j'ai pleuré en regardant ses dessins animés préférés et j'ai pleuré en me souvenant d'elle dans tout ce que je faisais. Au début, Hugo ne dit rien, mais peu à peu, il commença à soupirer de manière audible. Elle est si morbide et marmonne dans sa barbe. Rachel, elle aussi, a commencé à me harceler. Et, combien de temps allez-vous être dans un état second ? Les tâches ménagères sont le travail de Cynthia, n'est-ce pas ? Pourriez-vous s'il vous plaît le mettre en place ? Désolée. Je savais que je ne devrais pas être comme ça, mais mon cœur était lourd et je ne pouvais tout simplement pas fonctionner aussi efficacement qu'avant. Pourtant, comme on dit, le temps guérit. Environ 6 mois plus tard, j'ai recommencé à gérer les tâches quotidiennes normalement. Hugo a pleuré un peu à l'enterrement, mais il n'était pas exactement ce qu'elle appellerait un père adorable. Il préférait jouer à des jeux plutôt que de passer du temps avec Laura, c'est pourquoi elle n'était pas très attachée à lui. Alors, peut-être qu'Hugo n'avait pas le cœur brisé parce qu'il ne ressentait pas autant le sentiment d'être parent. Mais qui d'autre pleurera Laura, notre fille qui n'a vécu que 4 ans, si ce n'est ses parents ? Pourtant, environ un mois après la mort de Laura, Hugo est redevenu son moi habituel, aimant faire du shopping et naviguer sur le web. Quand Laura est morte, Hugo et Rachel m'ont regardé comme si c'était de ma faute. C'est la faute de Cynthia. Mais ils n'ont rien dit, probablement parce qu'ils n'avaient pas le cœur aussi brisé que moi par son absence. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent leur deuil de la même manière, mais j'aurais aimé qu'Hugo, en tant que parent qui a perdu un enfant, soit plus solidaire. Rachel, quant à elle, est revenue à sa routine en 1 semaine. Faire du shopping et sortir avec des amis, rire comme si Laura n'avait jamais existé. Quand Laura est née, Rachel a froncé les sourcils en voyant son visage. Elle ressemble plus à Cynthia qu'à Hugo. Nous ne pouvons pas attendre grand-chose de son avenir. Elle ignorait souvent Laura et semblait réticente à interagir avec elle, ne ressentant probablement pas d'affection particulière. Elle n'a pas versé une larme aux funérailles. Leurs attitudes ont toujours été un point de discorde pour moi. Près d'1 an s'est écoulé depuis la mort de Laura. En voyant Hugo et Rachel faire du shopping, j'ai ressenti une frustration indescriptible.
Ils n'ont jamais parlé à la photo de Laura. Je me demande comment ils peuvent agir si normalement. J'avais l'impression que nous ne pouvions tout simplement pas nous comprendre. Puis un jour, Hugo et Rachel ont suggéré de manière inhabituelle que nous sortions ensemble. On allons-nous? Que diriez-vous d'un endroit avec de l'air frais pour changer notre humeur? Cynthia, tu vas juste aller de la maison au supermarché depuis le décès de Laura. C'est pourquoi vous êtes si déprimée. Je me suis inquiétée pour toi aussi, Cynthia. Tu as été tellement déprimée. Inquiet? Toi, Rachel? Bien sûr. Cynthia est l'épouse de notre cher fils. J'ai fait de gros efforts pour toi. Je ne pouvais pas vraiment le croire, mais une partie de moi était un peu heureuse de l'entendre. Que diriez-vous d'une randonnée pour changer? Randonnée? Aller dans un endroit où il y a de l'air frais peut vous remonter le moral. Je veux que Cynthia se sente un peu mieux. Vous pensiez vraiment cela? Bien sûr. Je suis ton mari. Il est naturel de s'inquiéter pour ma femme. Mais vous n'aviez pas l'air si déprimé. Je tenais le coup. Si je descendais aussi, la maison deviendrait trop sombre. Alors partons en randonnée. Je me demandais s'il s'en souciait vraiment, mais c'était difficile à croire. Laura voudrait que tu sois heureuse, Cynthia. Considérez cela comme un hommage à elle. Cela m'a émue. Je savais que Laura ne voudrait pas que je pleure éternellement. C'est quelque chose que j'ai toujours su dans ma tête. Mais je n'ai jamais fait de randonnée auparavant. Ne vous inquiétez pas. Même moi je peux l'escalader. C'est plus comme une randonnée légère. Enfin, si Hugo et Rachel insistent. Génial. J'ai hâte d'y être. J'ai donc accepté de faire de la randonnée avec Hugo et Rachel. Nous avons roulé jusqu'au pied de la montagne et avons commencé notre ascension. C'était une journée ensoleillée et il y avait beaucoup de monde, ce qui était rassurant. Mais à mi-chemin, la foule s'est éclaircie. Bien qu'on m'ait dit qu'il s'agissait d'un cours pour débutants, j'ai été surpris par la rugosité. Pourtant, Hugo et Rachel marchaient avec aisance, familiers avec le terrain. Et, prenons ce chemin 1? Oui, il a l'air moins encombré. Allons-y dans cette direction. Mais ne devrions-nous pas suivre le chemin que tout le monde emprunte? C'est bon. Je suis déjà venu ici et je connais le chemin. Ce chemin est simple et vous ne pouvez pas vous perdre. Si Hugo dit que c'est bon, alors ça doit l'être. Fais-moi confiance. C'est un endroit vraiment pittoresque juste devant vous. Cynthia, vous serez étonnée. Avant de finir sa phrase, Hugo a commencé à marcher sur le chemin, suivi de Rachel, alors je les ai suivis à contre-séhur. Mais plus nous avancions, plus le chemin devenait accidenté, presque comme un sentier pour animaux plutôt qu'un vrai chemin. Attendez, êtes-vous sûr que nous sommes sur la bonne voie? Pouvons-nous vraiment passer ici? Ne vous inquiétez pas, nous atteindrons bientôt un chemin plus large. Suivez. Hugo et Rachel continuèrent à paraître confiants. Rachel, maintenant âgée de 60 ans, était étonnamment agile, marchant plus facilement que moi. Bientôt, ils étaient loin devant, leur silhouette par intermittence, visible à travers le feuillage dense. Attendez, ne me laissez pas derrière ici. Dépêchez-vous, nous allons manquer de lumière. La voix d'Hugo résonna au loin. Je me suis dépêchée mais je n'ai pas pu rattraper mon retard. Leur tête, autrefois visible, était maintenant hors de vue. Hugo? Rachel? J'ai crié de peur, mais aucune réponse n'est venue. Alors que je me précipitais vers l'avant, je les ai complètement perdus de vue. Je ne savais pas dans quelle direction aller. Que dois-je faire? J'étais perdue, avec les mots bloqués dans mon esprit. Cela ne peut pas arriver. Peut-être que j'aurais dû rester sur place, pensant qu'Hugo reviendrait me chercher. Mais au fil du temps, ni Hugo ni Rachel ne sont apparus. Il n'y avait aucun signe d'approche. Sachant que je ne pouvais pas rester là, j'ai recommencé à marcher, rempli de peur. Mon anxiété grandissait. Je ne pouvais pas dire quel chemin était lequel. J'ai décidé de revenir sur mes pas, mais même trouver mes propres traces sur ce chemin non balisé était un défi. J'avais l'impression de m'enfoncer plus profondément dans la nature. Paniquée, j'ai trébuché plusieurs fois, chaque chute drainant plus d'énergie. Bientôt, les environs commencèrent à s'assombrir. Mon anxiété s'est intensifiée. S'il faisait nuit, je ne pourrais pas descendre. La température a chuté à l'approche du soir. C'était fin mars, mais les nuits étaient encore froides, surtout dans les montagnes. Que se passerait-il si je devais passer la nuit ici? Épuisée, je me suis effondrée contre un grand arbre. Je ne peux pas continuer. J'ai exprimé mon désespoir.
Des pensées comme étant la fin de ma vie se sont glissées, ma conscience s'est évanouie. Dans ma conscience qui s'assombrissait, j'entendis une voix que j'avais désiré entendre. Maman? Maman! Choquée, j'ai ouvert les yeux. Il y avait ma chère Laura. Laura? C'est toi? Laura m'a souri. Ah, je dois être au ciel. Pensais-je d'un air vague. J'ai tendu la main pour serrer Laura dans mes bras, mais elle a semblé glisser entre mes bras, s'envolant. Laura? Maman, par ici. Laura se retourna et se mit à courir. Attendre. Je me lève par réflexe pour suivre Laura. Je me suis levée par réflexe, me sentant étrangement énergique, malgré mon épuisement précédent. Cela ne pouvait pas être le monde réel. Mais si cela signifiait tenir Laura dans mes bras, je me fichais que ce soit un rêve. Quand j'y pensais, je me sentais naturellement motivée. Je me suis sentie revigorée et j'ai couru après Laura. Laura, attends. Alors que je l'appelais par son nom, Laura s'est retournée en souriant. C'était comme jouer au chat avec Laura, un sentiment joyeux. Avant que je ne m'en rende compte, j'avais atteint le pied de la montagne, et Laura était partie. Laura, où es-tu? Laura était introuvable. Venais-je de voir une illusion? Puis, quelqu'un a braqué une lampe de poche sur moi. Vous allez bien? Je me suis perdue sur le sentier. Êtes-vous blessé? Merci, je vais bien. Ma famille doit m'attendre. Je me suis dirigée vers le parking au pied de la montagne, mais notre voiture n'était pas là. Hugo et Rachel étaient-ils partis sans moi? Pas question. Alors que je me tenais là, abasourdie, j'ai vu une faible image de Laura où notre voiture aurait dû être. Laura! J'ai couru vers elle, mais mon corps est passé à travers. Je ne pouvais pas l'embrasser. Laura avait l'air triste, comme si elle voulait me dire quelque chose. J'ai senti qu'elle avait un message pour moi. Puis j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Si nous avions été séparés, il m'aurait signalé disparu. La zone aurait dû être un tumulte, mais personne ne semblait me chercher. Le parking était silencieux et désert. Hugo et Rachel n'ont-ils même pas essayé de me trouver? Qu'est-ce que cela signifie? Laura a dû apparaître pour me le montrer. Je suis allée à la gare, j'ai pris un train pour rentrer chez moi et j'ai remarqué que les gens me regardaient avec curiosité, mais j'étais trop préoccupée pour m'en soucier. J'ai tranquillement ouvert la porte et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Je pouvais entendre les voix d'Hugo et de Rachel, anormalement joyeuses. Je me suis faufilée dans la pièce voisine et je les ai observés à travers une fente dans la porte coulissante. Ils buvaient et riaient, indifférents au fait que je ne sois pas revenue. On l'a fait. Plus de son visage déprimant. Vous vous demandez comment elle va maintenant? Frissonner dans les montagnes? Rien que d'y penser, ça me fait rire. Cynthia est si lente. Elle ne reviendra jamais. Il va faire très froid ce soir. Imaginez-la seule et froide là-bas. Nous dirons aux gens qu'elle s'est enfuie avec un autre homme, puis nous déposerons un rapport de personne disparue. Quand recevrons-nous l'argent de l'assurance? Il faudra quelques années avant qu'elle ne soit déclarée légalement disparue. Si seulement son corps était retrouvé, nous l'aurions plus rapidement. Disons qu'elle a appelé de la montagne. Alors ils la trouveront plus tôt. Mon fils est si intelligent. En entendant cela, je tremblais de colère. Je ne pouvais pas croire qu'ils avaient planifié cela. J'ai écouté leur conversation, sans me faire remarquer. J'étais idiot de les considérer comme une famille. Assurez-vous de pleurer aux funérailles. Tu n'as pas versé une larme pour Laura. Eh bien, je n'étais pas triste. Laura n'était pas mignonne. Elle ressemblait à Cynthia. Je n'ai jamais voulu d'enfant. Ils sont juste ennuyeux. En entendant cela, j'ai ouvert la porte coulissante. Ils m'ont tous les deux regardé avec surprise lorsque la porte coulissante s'est soudainement ouverte. Ils ont été choqués de me voir. C'est sorti. Pleurage. Hugo recula contre le mur. Rachel se couvrit la tête avec le jeté. Je me suis rendu compte que le bruit était comme si j'avais vu un fantôme. Je devais ressembler à un fantôme, couvert de boue, de vêtements déchirés et d'égratignures. Cela peut ressembler exactement à un fantôme. Je vais te hanter. Ils frissonnèrent de peur. C'était pas moi. La faute à Hugo. Quoi? Vous avez accepté. Maman était celle qui riait du froid. C'est pas ma faute. Hantez-la. Hugo. Vendre sa propre mère? Et si je suis hantée? Hugo. Rachel. Désolée. Désolée.
S'il vous plaît, allez au ciel. Ils étaient au-delà de la raison. Je me demande s'il est si facile de mourir dans l'au-delà. Les choses ne se passent pas comme ces gens le pensent. Allez de l'autre côté? Je ne vais pas vous rendre la tâche aussi facile. Je suis toujours bien vivant. Quoi? Hein? Voir. J'ai encore des jambes. J'ai levé le pied pour leur montrer et ils avaient l'air complètement déconcertés, ne s'attendant clairement pas à ce que je sois là. Ils ont dû sérieusement penser qu'ils m'avaient envoyé dans l'au-delà. Quel était votre plan? Me laisser au milieu des montagnes? Je voulais juste réaliser ton souhait. Mon souhait? Vous vouliez voir Laura, n'est-ce pas? Je pensais t'avoir envoyé vers elle. C'était par gentillesse. Quoi? J'étais sans voix. Pensaient-ils vraiment que cette excuse tiendrait la route? Je les ai informés que j'avais entendu toute leur conversation. Leurs visages devinrent encore plus pâles. Bien sûr que je vais divorcer d'Hugo. Je ne peux pas rester ici. Pas avec ma vie en jeu. Dommage que vous n'obteniez pas l'argent de l'assurance. J'ai enregistré votre conversation. Je la porte à la police. Quoi? Je consulterai un avocat et vous en subirez les conséquences. Quelles conséquences? Cynthia va bien, non? Nous n'avons commis aucun crime. Je ne laisserai pas cela impuni. Peut-être que c'était le fait de voir Laura qui me donnait de la force ou de connaître leurs mauvaises intentions, mais je sentais un nouveau pouvoir en moi. Je n'allais pas perdre. Rachel, toujours incapable de croire que j'étais en vie, jeta un coup d'œil sous son jet sur Hugo et moi, toujours tremblante. Au contraire, je veux me demander si je ressemble à un fantôme? Je ne me suis pas soucié de leur visage stupéfait et j'ai commencé à rassembler mes affaires pour quitter la maison. Je n'avais pas de destination en tête, mais j'ai réussi à trouver un hôtel sans fioriture. J'étais reconnaissante pour les économies que j'avais cachées avant le mariage. Hugo et Rachel ne savaient pas que j'avais des économies. Ils l'auraient exigé s'ils l'avaient fait. Le lendemain, je me suis rendue à la police et au bureau d'un avocat. Abandonner un adulte en bonne santé dans les montagnes ne constitue peut-être pas un abandon, mais laisser intentionnellement quelqu'un dans un endroit dangereux est illégal. Une certaine punition était inévitable. Mon avocat a dit que je pouvais réclamer des dommages-intérêts pour détresse émotionnelle. Mon enregistrement de leur conversation a conduit à leur arrestation pour fraude et agression, ce qui a entraîné une condamnation pénale. Le divorce a été finalisé et j'ai demandé une indemnisation en dommages-intérêts. J'avais secrètement économisé de l'argent, comme Wilson me l'avait conseillé, en transférant lentement de petits montants de notre compte de frais de subsistance à un autre. Même si les économies provenaient d'après le mariage, tous les paiements m'ont été versés, laissant Hugo sans rien. J'ai trouvé un logement et un emploi. Je ne surmonterai jamais le chagrin de perdre Laura, mais je chéris les souvenirs heureux que nous avons partagés. Tant que j'aurai ces souvenirs, je ne serai pas seule. Laura m'a sauvé la vie. Elle voulait que je vive. Je suis le seul à pouvoir chérir ces souvenirs. Je ne suis pas seule. Le visage souriant de Laura est toujours avec moi. Maman, j'adore ton sourire. Laura a souvent dit cela, alors je vais continuer à sourire, le sourire que Laura aimait, et je suis à la maison, hein? Et pourquoi es-tu revenue alors que tu n'as plus ta place ici? Comment ça je n'ai pas ma place ici? Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui donne naissance à un enfant avec un partenaire infidèle. Quand je suis rentrée chez moi après avoir accouché chez mes parents, les parents de mon mari étaient là et tous mes vêtements avaient disparu. Non seulement cela, mais ils appelaient aussi mon nouveau-né la progéniture d'une liaison. Il y a une limite à ce qu'ils peuvent se moquer de quelqu'un. Bien. Je partirai comme vous le souhaitez. Mais une fois que je serai partie, où vivrez-vous? Je vivrai ici, bien sûr. Je prendrai cette maison en compensation d'une pension alimentaire. Pensez-vous vraiment que vous pouvez le faire? Parce que cette maison est... Mon mari était si confiant jusqu'à ce qu'il entende ce que j'avais à dire. Puis son sourire disparut et il pâlit, s'effondrant sur ses genoux. Je suis Yasmine, une femme au foyer de 31 ans. J'ai rencontré mon mari, John, grâce à la présentation d'un ami, et nous nous sommes mariés après 1 an de fréquentation. Nous voulions tous les deux des enfants, mais même après 1 an de mariage, nous n'en avons eu aucun. Cependant, notre mariage n'a pas été troublé à part notre incapacité à concevoir, et j'avais construit une bonne relation avec ses parents. Ce soir, mon père et ma mère viennent. Et si on sortait dîner? Bien sûr, je vais me préparer. Nous avons décidé d'aller dîner avec ses parents ce jour-là, mais j'ai vite compris que c'était le geste attentionné de ma belle-mère. Après 1 an de mariage et sans enfant, j'ai commencé à penser qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas chez moi.
J'ai donc récemment commencé des traitements de fertilité. Mais il n'y a eu aucun résultat visible. J'ai entendu dire qu'il y avait de nombreuses raisons à l'infertilité et que nous ne savions pas pourquoi nous ne pouvions pas avoir d'enfants. Le voyage sans fin en vue était épuisant. Je commençais à redouter d'aller à l'hôpital pour ne faire face à aucun progrès et je pensais abandonner les traitements de fertilité, mais ma belle-mère m'a contacté pour m'aider. Elle avait suivi des traitements de fertilité pour concevoir mon mari, alors elle comprenait mieux mes sentiments. Elle m'a réconfortée au téléphone après mes visites à l'hôpital. Les traitements étaient coûteux et improductifs, et elle a probablement senti mon désespoir à ma voix. Jusqu'à il y a 1 an, elle m'était étrangère, mais j'étais reconnaissant de sa gentillesse. Avec son soutien, j'ai continué les traitements. Avant d'entrer dans le restaurant, j'ai murmuré un merci à ma belle-mère, qui m'a souri chaleureusement. J'étais heureuse qu'ils soient mes beaux-parents et j'ai apprécié le dîner pour soulager le stress de mon traitement de fertilité. Ensuite, mon mari a dû partir en voyage d'affaires et nous avons dû interrompre nos efforts pour concevoir. J'ai entendu dire que la continuité est importante dans les traitements de fertilité, alors j'ai été déçue, mais le travail est le travail. Peut-être que faire une pause dans le stress d'essayer de concevoir m'aiderait à récupérer mentalement. J'ai essayé de voir le côté positif. Même après son départ, ma belle-mère m'a rendu visite chaque semaine pour prendre soin de ma santé mentale. Elle était la seule à qui je pouvais parler des difficultés des traitements de fertilité et de la solitude d'être séparée de mon mari. Grâce à ma belle-mère, je n'avais pas à me sentir si mal. 6 mois ont passé et le voyage d'affaires de mon mari s'est terminé. Je me sentais beaucoup mieux mentalement et je savais que je devais me recentrer sur ma grossesse bientôt en raison de mon âge. Pas question. Oui. Pourquoi criez-vous tout d'un coup? Que s'est-il passé? Je suis enceinte. Notre bébé arrive enfin. En voyant les 2 lignes sur le test de grossesse, j'ai pleuré de joie. C'était une grossesse attendue depuis longtemps. Nous avions surmonté des périodes d'anxiété et des traitements de fertilité infructueux. J'étais submergée de bonheur, mais mon mari a juste fait un sourire étrange. Peut-être qu'il n'est pas content. Non, cela ne peut pas être le cas. Peut-être était-il juste choqué et avait-il besoin de temps pour digérer la nouvelle. J'ai partagé la joie ouvertement et j'en ai immédiatement informé mes parents et les siens. Les 2 parents étaient ravis et j'étais trop excitée pour dormir cette nuit-là. J'ai décidé de me concentrer sur une grossesse en bonne santé. Mais le lendemain, je suppose que vous le savez, mais je suis occupée par le travail, donc je ne peux pas beaucoup aider aux tâches ménagères. Ne me dérangez pas trop, d'accord? Son ton n'était pas dur, mais j'étais à court de mots. Je me sentais bien ce matin-là après avoir appris la grossesse, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Son étrange sourire de la veille et maintenant ça. Peut-être qu'il n'était pas heureux de la grossesse. Mais cela ne pouvait pas être vrai. Nous avions surmonté des moments difficiles ensemble pour atteindre ce stade de notre grossesse. Il était occupé par le travail, alors peut-être qu'il n'y avait pas de sens plus profond à ses paroles. J'avais prévu de retourner chez mes parents pendant un certain temps, alors je ne l'ai pas pris trop au sérieux. Mais mon malaise face à l'attitude de mon mari a commencé lorsque mes nausées matinales ont commencé. Je ne sais pas si ce sont des nausées matinales ou quoi, mais acheter constamment du Préaxant grave manger coûte cher et je ne peux pas me détendre après le travail. Donnez-moi une pause, voulez-vous? Pardon. Je cuisinerai demain. Il n'y a pas de lendemain pour quelqu'un qui ne peut pas le faire aujourd'hui. Il doit être stressé parce qu'il est fatigué du travail. Je me sentais coupable de ne pas pouvoir répondre à ses attentes en matière de tâches ménagères et de repas en raison de mes graves nausées matinales lors de ma première grossesse. Mais les nausées matinales ne dureront pas éternellement. Une fois que cela s'atténuera, je devrais pouvoir faire plus à la maison et j'espère que notre relation reviendra à la normale. Je pensais. Je ne peux pas être douce avec moi-même, surtout pour notre enfant à venir et mon mari, qui travaille toujours dur. Je me suis efforcée de cuisiner et de faire le ménage autant que possible, même avec les nausées matinales, mais il semble que mes efforts ne l'aient pas atteint. Peu à peu, il a cessé de rentrer à la maison le soir et a commencé à passer ses soirées dehors. Mes déséquilibres hormonaux de la grossesse m'ont fait me sentir mentalement instable. Je craignais que si nous ne pouvions pas résoudre nos problèmes avant la naissance du bébé, pourrions-nous vraiment construire une famille heureuse de 3 personnes? Ces angoisses ont continué les nuits où il était absent. Mais alors que je luttais chaque jour, je me suis soudainement retrouvée au 7e mois de grossesse et j'ai décidé de retourner chez mes parents. J'en avais déjà discuté avec eux et mon mari. Honnêtement, je me sentais plus à l'aise de retourner chez mes parents que de rester avec mon mari. Se sentant peut-être étouffé de vivre avec une femme enceinte, mon mari a volontiers accepté que je rentre à la maison. J'ai pris un taxi de 2 heures jusqu'à la maison de mes parents. Ne vous inquiétez pas,
nous vous accompagnons à partir de maintenant. J'avais parlé à ma mère des semaines auparavant de la détérioration de la relation avec mon mari, John. Tout en admettant qu'il était occupé par le travail, j'ai également évacué ma frustration qu'il ne me soutienne pas beaucoup. Donc, ma mère s'inquiétait pour moi et depuis mon retour à la maison, j'ai pu me détendre vraiment, réussissant même à passer des jours sans un seul souci. C'était quelque chose que je n'avais pas vécu depuis longtemps. J'ai regretté de ne pas être rentrée chez moi plus tôt. Le confort chez mes parents était si bon que j'ai donné naissance à un garçon sans aucun problème. Il était légèrement en sous-poids mais pleurait fort et se sentait chaud quand je le tenais, me faisant pleurer de joie indescriptible. Occupé par le travail, John ne pouvait pas être là pour l'accouchement, mais mes parents ont pleuré avec moi. Malgré les moments difficiles pendant la grossesse, j'étais vraiment heureuse de les avoir surmontés. Je suis restée à l'hôpital pendant une semaine après l'accouchement, avec mes parents qui me rendaient visite tous les jours. Cependant, John était visiblement absent. Il m'a félicité pour l'accouchement mais n'est pas venu voir notre bébé. Bien que je comprenais qu'il était occupé, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir en colère. Son travail était-il plus important que son enfant? Mais l'excitation de passer des jours avec mon fils l'a emporté sur ses sentiments. Cette semaine m'a semblé incroyablement longue, mais finalement quitter l'hôpital avec mon bébé m'a vraiment fait me sentir comme une mère. Bonjour. Je suis sortie de l'hôpital aujourd'hui. Bien que je l'ai informé par email, j'ai appelé ma belle-mère pour lui parler. Elle m'avait le plus soutenue jusqu'à ce que je tombe enceinte et je voulais vraiment qu'elle soit la première à voir son petit-fils. Mais comme elle vivait loin de la maison de mes parents, j'avais prévu de lui montrer le bébé une fois que les choses se seraient calmées. John m'a dit que vous alliez divorcer. C'est vrai? Quoi? Au lieu de me féliciter, elle m'a frappée avec cette nouvelle choquante. Cela ne pouvait pas être vrai. Bien que John et moi ayons été en mauvais termes avant la naissance, ce n'était pas au point de divorcer. C'était juste du stress des deux côtés et c'était un moment important pour prendre soin de notre fils ensemble. Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle elle disait une telle chose, mais j'ai répondu fermement. C'est ridicule. S'il vous plaît, ne dites pas de telles choses. Non, je suis sérieux. Elle a ensuite expliqué que John avait effectivement l'intention de divorcer. Au début, j'ai pensé que c'était une blague cruelle, mais ma belle-mère au grand cœur ne voulait pas faire une telle chose. Ces paroles semblaient tirées par les cheveux, mais pas impossibles. Je me suis calmée et j'ai décidé de contacter John. Mon cœur s'est emballé et mon corps a tremblé lorsque j'ai composé son numéro, espérant que tout cela n'était qu'un malentendu. Bonjour. Et, quoi de neuf? Que voulez-vous dire par quoi? Ta mère m'a dit que tu voulais divorcer. Je n'aimais pas les plaisanteries. J'avais juste besoin de confirmer ses vrais sentiments. Il n'avait pas été là pour la naissance ni même pour voir notre bébé après. Peut-être voulait-il vraiment divorcer et ne se souciait pas de nous. C'est pourquoi ce que disait ma belle-mère était crédible, mais je ne pouvais rien croire jusqu'à ce que je l'entende de la bouche de mon mari. S'il vous plaît, laissez cela être un malentendu. J'ai prié en attendant sa réponse, mais la réalité n'était pas si clémente. Oh, vous avez déjà entendu parler? Eh bien, c'est vrai. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui trompe un autre homme et qui a son enfant. Une femme qui trompe un autre homme. Mon mari, John, pensait à tort que j'avais une liaison dans son dos et que j'avais donné naissance à l'enfant de l'autre homme. C'est ce que j'ai entendu de ma belle-mère. Il s'est avéré que pendant que j'étais en train d'accoucher chez mes parents, John avait dit à ses parents que j'avais une liaison. Je ne savais pas quand il a commencé à mal comprendre, mais son attitude froide envers moi pendant ma grossesse et son absence à l'accouchement étaient dues à cette raison. Mais John pensait-il vraiment que je trichais? Ou y avait-il une autre raison pour laquelle il voulait divorcer? Je ne pouvais pas le dire, mais je savais que je devais lui parler en personne, alors j'ai décidé de retourner chez nous un mois après mon retour chez mes parents. Je suis rentrée. Hein? Pourquoi êtes-vous revenu? Je vous l'ai dit, vous n'avez pas votre place dans cette maison. Il semblait que John n'avait pas reçu mon message sur son retour à la maison aujourd'hui, peut-être avait-il bloqué mon numéro. Eh bien, cela n'avait pas d'importance pour quelqu'un qui envisageait de divorcer. Je n'ai pas été surpris par son accueil froid. J'ai continué calmement sans perdre mon sang-froid. Avez-vous vraiment l'intention de divorcer? Il n'y a aucune preuve que j'ai triché. Je sais que tu as triché. De plus, j'ai déjà déménagé mes parents et je me suis débarrassée de tes affaires. Cette maison est à moi maintenant. John se vanta avec un sourire narquois, se dirigeant vers le salon. En le suivant, j'ai vu mon beau-père et ma belle-mère assis à la table à manger et John, souriant, tenant les papiers du divorce. Si nous devons divorcer, cette maison est à moi puisque je l'ai reçue de mes parents. C'est vous qui devriez partir. C'est ridicule.
Vous avez triché, alors je prends cette maison comme pension alimentaire. C'est 3 contre 1 ici. Vous n'avez aucune chance. Je n'avais rien fait pour être soupçonné de tricherie. En voyant le visage souriant de John, j'ai tout réalisé. Il me piégeait, pensant qu'il avait convaincu ses parents d'être de son côté. Était-il dans l'illusion qu'en créant une situation de 3 contre 1, il pourrait prendre la maison? Il se trompait gravement. Je vais le faire souffrir, pensant que j'étais sur le point de discuter. John a dit, nous déplaçons nos affaires. Les déménageurs sont là. Mais ma belle-mère a rétorqué, piéger votre femme est méprisable. Nous partons. Le visage de John passa d'un sourire confiant à une panique palpable. Mais tout cela faisait partie du plan. Il pensait avoir gagné ses parents, mais il sous-estimait les gens. Sans preuve, pourquoi croirait-il sa parole? J'avais partagé de nombreuses préoccupations avec ma belle-mère et j'avais construit une relation solide. Sous-estimer cela a été sa chute. Après avoir raccroché avec John, j'ai appelé à nouveau ses parents. J'ai partagé ce que John avait dit et j'ai répété que je n'avais pas triché. Ils sont ensuite devenus mes alliés, avouant qu'ils avaient trouvé suspect les actions récentes de John. Il avait soudainement prétendu que j'avais triché et qu'il prendrait la maison, suggérant qu'ils vivent ensemble. Ils vivaient dans une location, donc vivre avec John dans une maison serait financièrement avantageux. Il soupçonnait John d'essayer d'en tirer parti pour me prendre la maison. Il est peut-être intelligent d'une certaine manière, mais négligent à la fin. Et ses parents, qui le connaissaient le mieux, ne se laisseraient pas facilement berner. À ce stade, il avait déjà été décidé que mes beaux-parents et moi serions plus malins que John, mais une chose n'était toujours pas claire. Pourquoi Jean avait-il soudainement commencé cela? Notre enfant tant attendu est né, et tout aurait dû être parfait. Que lui est-il arrivé? Je n'avais pas encore la réponse. Arrêtez d'épingler votre propre liaison sur les autres. Nous quittons cette maison, alors préparez-vous à la pension alimentaire et à la pension alimentaire. Attendre. Maman. De quoi tu parles? Une liaison? John et moi avons tous les deux été choqués par les paroles de ma belle-mère. Il avait une liaison? Qu'est-ce que cela signifiait? Peut-être parce qu'il m'a trompé, je me suis mis en travers du chemin et j'ai essayé de le mettre à la porte. Essayait-il de se débarrasser de moi pour prendre la maison que j'avais reçue de mes parents? C'est plus que méprisable. Il essaie de ruiner ma vie et celle de mon fils et de prendre un atout important. Ridicule. Pensez-vous que vous pouvez vous en tirer? Attendre. Je n'ai pas triché. Pas plus tard qu'hier, un détective privé nous a donné les conclusions. Ils étaient censés faire leur rapport dans une semaine, mais ils avaient déjà plus qu'assez de preuves, a déclaré mon beau-père en sortant une grande enveloppe de son sac. Il contenait plusieurs photos et un rapport d'environ 20 pages, agrafés ensemble. La première page indiquait les résultats de l'enquête sur l'infidélité, avec des photos jointes de John tenant la main d'une jeune femme. Dégoûtant. Je regardais John, le voyant maintenant comme rien de plus qu'une créature vile motivée par ses désirs. Il ne ressemblait à rien de plus qu'à une créature conduite imprudemment par ses propres désirs, moins qu'à un animal. J'étais sans voix, mais en examinant de près les photos, il y en avait quelques-unes qui capturaient le moment où il entrait dans un hôtel. Bien qu'il n'ait eu qu'un enfant, il était évident qu'il n'avait aucune conscience en tant que père. Mes sentiments sont passés de la colère à l'incrédulité totale. Avais-je vraiment passé 3 ans avec une personne aussi inutile? C'est fini maintenant. Comment allez-vous vous excuser? Non. C'est. Où est votre responsabilité en tant que père? Tu savais que notre mariage ne concernait plus seulement nous après que je sois tombée enceinte. C'était une erreur momentanée. Je suis vraiment désolée. Il n'y a aucun moyen qu'une personne qui s'égare si facilement puisse être un père en forme. Ne plaisantez pas. Ma rage, qui s'était calmée un instant, revint en force alors que mon mari essayait de trouver des excuses. J'ai laissé sortir toute ma colère refoulée, claquant la table et criant sur John, qui a dû être effrayé par ma première vue. Il semblait effrayé par cette nouvelle vue de moi, reculant de quelques pas, cachant les papiers du divorce derrière lui. Que cachez-vous? Ce n'est pas parce que vous êtes dans une mauvaise passe maintenant que vous pouvez vous retirer du divorce. J'exaucerai votre souhait et demanderai une pension alimentaire. Non, attends. C'est mieux que d'être un parent célibataire. Assez. Je préfère l'élever seul que d'avoir quelqu'un comme toi dans les parages. Il utilisait clairement l'enfant comme bouclier maintenant, mais il se sentait menacé. Méprisable. Je ne laisserai pas un tel homme revendiquer la paternité. Ma colère s'est intensifiée au point que j'étais presque sur le point de m'en prendre physiquement quand. Nous sommes désolés pour le problème. Il n'y a pas besoin de s'énerver davantage.
Nous assumerons la responsabilité de notre fils honteux et veillerons à ce qu'il paie une pension alimentaire. Nous allons le faire quitter la maison aujourd'hui et nous occuper du reste. J'ai réussi à m'arrêter grâce à l'intervention de ma belle famille. J'ai contacté un avocat au sujet de la procédure de divorce devant lui. Il m'a regardé nerveusement. En moins d'une heure, ses affaires étaient emballées et il est parti avec ses parents pour sa nouvelle résidence. Laissé seul dans la pièce, j'ai ressenti un sentiment de perte pendant un moment, essayant de calmer mon esprit, mais progressivement, j'ai commencé à me sentir soulagée par le résultat. Si un tel homme avait contribué à élever mon fils bien-aimé, il aurait pu s'avérer aussi terrible que lui. C'était un soulagement de pouvoir l'empêcher à un stade précoce. De plus, avoir mes beaux-parents de mon côté jusqu'à la fin a été un coup de chance. Je me sentais un peu coupable de les accabler de leur fils méprisable, mais mon fils était ma priorité. Ils ont compris et l'ont emmené, ce dont j'étais immensément reconnaissant. J'ai immédiatement demandé à l'avocat de procéder à notre divorce. Puis j'ai décidé de vendre la maison. Mon ex-mari connaissait son emplacement et je ne pouvais pas risquer qu'il se présente dans un accès de vengeance. Étant seule avec mon fils, je n'aurais aucune chance si mon ex-mari essayait quelque chose. Je voulais aussi effacer tous les souvenirs qui lui étaient associés. La maison, initialement achetée comme investissement par mon père, était dans un emplacement privilégié et s'est vendue rapidement. Avec cet argent, je pouvais vivre confortablement sans travailler pendant un certain temps. Mon plan est de rester avec mes parents, de bénéficier de leur soutien tout en élevant mon fils, au moins jusqu'à ce qu'il soit un peu plus âgé. Finalement, pour des raisons scolaires, j'ai l'intention de déménager en ville. Mais c'est une conversation pour l'avenir. Pour l'instant, je me concentre sur le règlement de notre situation actuelle. Mon ex-mari, sous la supervision de ses parents, travaille dur pour me payer, son salaire étant géré par eux. Je rencontre mes beaux-parents tous les 6 mois pour leur montrer leur petit enfant et lors de notre dernière rencontre, ils m'ont dit quelque chose d'étonnant. Quoi ? Son partenaire était quelqu'un de son entreprise ? Je pensais qu'il l'avait rencontré dans une boîte de nuit ou quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai. Nous étions tout aussi choqués. Il semble que cela soit sorti de l'entreprise. Parce que c'était une affaire de bureau, il a été licencié. Maintenant, il travaille dans une usine appartenant à une connaissance. Il avait un poste un peu plus élevé, donc il était assez déprimé après avoir été licencié, mais cela n'a pas d'importance pour nous. Je n'aurais jamais imaginé que son partenaire était un junior sur son lieu de travail. C'est épouvantable de penser que quelqu'un dans une position de leadership puisse se comporter ainsi. Il est clair pourquoi une telle personne pourrait facilement nous trahir, moi et notre fils. Après avoir été licencié, mon ex-mari John semble également avoir été coupé par son partenaire. Bien qu'elle soit également à blâmer, il est compréhensible qu'elle en veuille à John d'avoir été licencié. Cependant, contrairement à John, elle est jeune et a une chance de recommencer. Mon ex-mari, qui est assez âgé, n'a pas eu d'autre choix que de travailler dans une usine qui connaissait ses beaux-parents. Il travaille maintenant dans une usine, son salaire étant géré par ses parents. Ils se sont arrangés pour payer la pension alimentaire pour enfants en plusieurs versements. Comme ses frais de subsistance sont couverts par ses parents, la majeure partie de son salaire me revient. Mais ce qu'il fera après cela est une devinette. Il est peu probable qu'un homme divorcé sans économie se remarie, et il ne peut même pas vivre avec son enfant qu'il voulait si désespérément. Sans but dans la vie, il est clair qu'il passera le reste de ses jours remplis de regrets, un destin qu'il s'est lui-même attiré. Je pense qu'il devrait ressentir les erreurs qu'il a commises tout au long de sa vie et les regretter pour toujours. 1 an s'est écoulé depuis, et je vis toujours avec mes parents, chérissant mon fils. La semaine prochaine, nous avons notre dîner semestriel avec mes beaux-parents. Nous entretenons de bonnes relations et ils ont toujours hâte de voir leur petit-fils. Bien que mon ex-mari soit le pire, je veux garder une bonne relation avec mes beaux-parents. Dans la vie, il est crucial d'avoir des gens qui se soucient de vous et que vous appréciez vraiment. Quant aux personnes comme mon ex-mari, qui n'entrent dans aucune des deux catégories, il est préférable de couper les ponts et de profiter